Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec nos invités en plateau, Carole Juge-Lewelyn, Hervé Goulet-de-Coeur et Jean-Marc Daniel. Cette annonce pour commencer de Michelin qui va mettre en place un salaire décent pour l'ensemble de ses salariés, un salaire pour vivre et non seulement pour survivre. Michelin a fait les comptes pour ses 132 000 salariés qui sont concernés dans l'ensemble de son groupe. Les explications d'Étienne Henry. Un salaire décent pour Michelin, c'est un salaire qui permet de subvenir aux besoins essentiels d'une famille de 4 personnes, 2 parents et 2 enfants. Courses alimentaires, logement, transport, éducation, frais de santé, loisirs. Ce salaire doit aussi permettre de mettre de l'argent de côté, d'acquérir des biens de consommation et de partir en vacances. Un salaire pour se faire plaisir aussi donc. Michelin a sorti sa calculette et cela donne des salaires entre 1,5 fois et 3 fois le salaire minimum. En France, un salarié de Michelin touchera donc au moins 39 638 € bruts par an à Paris, soit près de 2 SMIC. À Clermont-Ferrand, un salarié touchera 25 356 €. En Chine, un salarié de Michelin touchera près de 70 000 yuan, soit plus du double du salaire minimum. Mais ce n'est pas tout. Le leader mondial des pneumatiques annonce un socle de protection sociale universelle, 14 semaines minimum de congé maternité et un congé paternité de 4 semaines. Une couverture santé est aussi proposée. Alors Michelin, c'est une boîte d'ingénieurs, donc ça leur fait 5% à peu près de la masse salariale dont il va falloir augmenter les salaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, Hervé Goulet-de-Coeur ? Bon, moi, j'ai plutôt un a priori qui est favorable. Je pense qu'il y a dans notre pays de vieilles racines de ce genre de choses. Alors, le patronat chrétien, par exemple, autrefois. Mais au-delà de ces racines, je pense que ça marque aussi un changement d'époque. Les décennies très néolibérales qu'on a connues, tout pour le vainqueur, sont en train de passer à autre chose. Et les équilibres économiques évoluent. On a un marché du travail plus tendu pour des raisons démographiques et en laissant de côté les questions de l'immigration. Bon, on doit attirer le monde. Le rapport de force entre salariés et entreprises va peut-être changer, d'où ce genre de réaction. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une dimension économique. Je pense qu'il y a aussi une dimension socio-économique, c'est-à-dire que l'idée tout pour l'actionnaire, que finalement l'entreprise est au service de l'actionnaire, est une idée qui a déjà été remise en cause depuis quelques longues années maintenant, que cela gagne aussi des grandes entreprises. Vous receviez le président du Crédit Mutuel, oui, il est bien sur cet axe-là. Michelin aussi. Sociétal et salarié. Voilà, donc le stakeholder prend la place du stockholder, ou conteste le stockholding. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est économiquement compréhensible et c'est, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, je trouve une bonne évolution. Alors, avant que Jean-Marc nous dise que c'est économiquement pas compréhensible, parce que c'est son point, Carole, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je suis auvergnate, donc Michelin, c'est toute mon enfance, c'est vraiment le plus grand employeur de la région Auvergne, donc je suis absolument pas surprise que ce soit eux qui décident de faire ça. Ils ont une image extrêmement positive, très bienveillante, et ils ont toujours été vraiment dans l'accompagnement du salarié et des collaborateurs sur place. Et il y a une vision en Auvergne de Michelin comme étant une entreprise excessivement positive, bienveillante et qui joue, comme vous l'avez dit, avec des règles un peu différentes. Donc je ne suis pas surprise. Là où moi j'ai une petite limite, et donc ça fera une transition parfaite pour ce que tu vas dire, c'est qu'en fait quand vous demandez aux gens quel est le salaire décent pour eux, on n'arrive pas du tout sur ces chiffres. Vous demandez aujourd'hui, et je l'ai fait, j'ai demandé à ma communauté sur les réseaux sociaux, quel est le salaire décent pour quelqu'un qui travaille à Paris. Ils vous disent pas 38 000 €, ils vous disent 80 000 €. Quel est le salaire décent pour quelqu'un qui travaille à Toulouse ou à Clermont-Ferrand? Ils vous disent pas 27 000 €, ils vous disent 40 000 €. Donc il y a la notion des attentes autour d'un salaire décent qui, je pense, va se heurter à une forme de réalité. On reste en France avec... Après, 80 000 € à Paris, vous êtes sur moins de, je sais pas, de 2%, 3% de la population. Ah, je suis 100% d'accord. Et d'où la surprise et d'où la notion, le verbatim salaire décent, qui, je pense, est une erreur. Parce que salaire décent, c'est trop moral. Je pense qu'il y a un sujet moral derrière le salaire décent. Et quand on demande aux gens quel est pour vous le salaire décent en habitant à Paris ou en habitant à Clermont-Ferrand, les chiffres sont très différents. Donc je pense que le verbatim est mal choisi. Un bon salaire, Jean-Marc, c'est toujours 30% de plus. Peu importe combien on gagne. Absolument. Pour revenir au côté chrétien, je pourrais multiplier les citations. J'ai une série de citations depuis la Révolution française, depuis les économistes chrétiens du 19e siècle. Mais Jean Fourastier, qui était un chrétien, il allait à la messe tous les dimanches, qui est l'homme des 30 Glorieuses, raconte dans les 30 Glorieuses que
que dans les années 50, on fait une enquête, le commissariat général du plan de l'époque fait une enquête et demande aux gens combien ils ont besoin. Alors, on n'emploie pas le mot décent, qui est effectivement en français en plus une connotation morale, mais ce qui n'est pas le cas en anglais. Donc, je pense qu'il y a une confusion dans l'utilisation du mot. Mais on demande de combien vous avez besoin pour satisfaire vos heures essentielles qui viennent d'être exposées d'ailleurs par le responsable de Michelin. Et la moyenne, c'est de dire on a besoin de 30% de plus de revenus. Puis à la fin, en 1975, à la fin, il dit voilà, on pose la même question aux gens. Entre-temps, le revenu a considérablement augmenté. Et la réponse des gens, c'est j'ai besoin de 30% de plus pour m'en sortir et pour vivre dignement, qui est le bon mot. Donc de toute façon, et Fourassier dit, il a cette formule, il dit l'homme revendique trop vivement son droit aux besoins nouveaux. Et il dit la formule la plus générale qui guide l'humanité, c'est du moment que l'autre possède quelque chose, je dois l'avoir. Et donc, il y a une espèce de référence. C'est l'offre qui crée sa demande. Et surtout, le besoin essentiel, ce qu'explique assez bien Fourassier, c'est quelque chose qui est relatif aux autres. On va définir son besoin essentiel, non pas dans l'absolu, mais par rapport à ce qu'ont les autres. Et donc, il y a aussi une considération qui est une considération de comparaison, qui est une considération d'envie. Alors que l'économie, elle dit ce que doit être le salaire. Il y a deux éléments qui déterminent le salaire. Il y a l'efficacité du salarié, sa productivité marginale, et on a un équilibre efficace quand on paie les gens à leur productivité marginale. Et la deuxième, c'est ce que là aussi un grand chrétien, qui est saint Thomas d'Aquin, appelait la justice commutative, c'est-à-dire le salaire est issu de l'échange entre l'offre et la demande de travail. Dans la matinale, on parlait de Ford. Henry Ford disait je paie bien les gens normalement pour qu'ils achètent mes voitures, et puis après il disait mais heureusement que j'ai d'autres clients que mes ouvriers. Et en fait, je les paie bien pour qu'ils restent dans mon entreprise. Et donc, je crois que le mot qui a été utilisé, je crois que c'est vous qui l'avez, c'est attractivité. C'est-à-dire faire en sorte, dans un marché du travail qui est tendu. Vous auriez préféré que Michelin dise clairement ça. Voilà le salaire pour moi. Il le dit, mais c'est pas le premier. Juste une dernière remarque, je le disais dans la matinale. Michelin, qui est une entreprise qui a une vision positive, est indirectement à l'origine de licenciements boursiers. On l'a employé pour une autre entreprise, mais on faisait référence à ce qui s'était passé en 1999 et une intervention du Premier ministre de l'époque sur les médias disant que l'attitude de Michelin était choquante, et Michelin parce qu'ils avaient licencié alors qu'ils faisaient des bénéfices, et Michelin avait dit je suis obligé de licencier parce que plus je fais de bénéfices, plus j'investis, et plus j'investis, plus je prépare l'avenir de mes ouvriers. Donc, on est capable de tenir des discours très divers chez Michelin pour justifier son action, avec à chaque fois une référence qui est une référence plus ou moins morale. Carole, rapidement, et après on parle des comptes publics. Moi, j'ai un tout petit problème philosophique sur le fait de se dire je veux plus d'argent parce que le voisin a plus d'argent. C'est pas vrai. En fait, on parle des hausses de salaire, mais on parle aussi des hausses de niveau de vie. Et c'est ça le problème. C'est pas juste je veux plus parce que le voisin a plus, c'est je veux plus parce que l'économie dans sa globalité m'incite fortement à consommer. Et donc, comme l'économie, on m'incite à consommer fortement, et pas juste parce que le voisin consomme, mais parce que le monde est fait comme ça, et ben derrière, j'ai besoin de plus d'argent si je veux pouvoir consommer à la hauteur de la sollicitation que me renvoie la société. Donc je suis pas d'accord sur le fait que c'est un peu un ego trip de la personne qui se dit le voisin il attend donc je veux tant aussi. Non, on les incite les gens à consommer. Donc en fait à la fin, il faudrait demander aux gens d'avoir une force morale largement supérieure que toutes les sollicitations commerciales qu'ils reçoivent et de dire non, moi avec mon niveau de salaire, je ne peux pas consommer plus que ça. Et c'est là où je suis pas d'accord. Hervé, je sens que ce sujet vous passionne plus que les déficits publics, alors allez-y. Mais juste un point, si on tire le trait un petit peu et on se dit on va être dans un monde où il y aura des évolutions salariales plus dynamiques que ce qu'on a connu, comme dans le même temps la productivité est plutôt en panne, on est en train quand même de construire un monde où les coûts vont augmenter et où l'inflation serait plus forte demain que ce que l'on a connu. Oui. Donc tout le discours, on va revenir vers les 2%, tout le monde le dit, ça se fera, c'est peut-être un discours qu'il faut que l'on conteste et l'initiative de Michelin participe peut-être aussi à la contestation de cela. Bref, le monde change. Je sens que personne ne veut parler de la dette et des déficits. C'est pas grave. Là aussi, pour en revenir à Henry Ford, dans les années 70, on parlait beaucoup du Fordisme. Il y avait toute une école d'économistes qui était l'école de la régulation, qui disait que le Fordisme était à l'origine de la grande croissance, justement des 30 glorieuses. Et puis, un certain nombre de gens de l'école de la régulation ont écrit des articles en disant qu'en fait, le Fordisme avait été surtout à l'origine de l'inflation. Et donc, c'est pour rebondir sur avec une boucle prix-salaire. Voilà, avec une boucle prix-salaire. On avait donné soi-disant des salaires qui étaient des salaires qui permettaient d'entretenir la croissance économique, de maintenir le niveau de vie, et ils concluaient en disant finalement, ça a débouché sur l'inflation.
l'inflation. Bon, pendant ce temps-là, Gabriel Attal a dû présenter hier le pacte de stabilité, la feuille de route pour Bruxelles. Ça fait 100 jours qu'il est à la tête de Matignon. Hervé Goulet-Kerr, 100 jours, vous savez, parfois ça finit mal. Là, quand même, il est dans une situation compliquée. Pas de majorité, des comptes publics dans le rouge, une réforme de l'assurance chômage à venir qui va quand même être complexe à mettre en place. Quel bilan vous tirez ? Le malheureux Premier ministre arrive dans un moment un peu compliqué. C'est pas lui qui avait choisi le dérapage des comptes publics de 2023. Quoi qu'il en coûte, c'était déjà les 5,5 points de PIB de déficit, c'est pas lui. N'empêche qu'il faut gérer cela aujourd'hui et c'est compliqué. Moi, en fait, si on prend un peu de recul sur les comptes publics, on voit bien que l'orientation des dépenses en absolu rapporté au PIB est toujours à la hausse et puis que au niveau des revenus on plafonne plutôt et en fait dans le monde que l'on voit demain, il y a deux choses. D'abord, en termes de dépenses publiques, on peut vouloir faire des économies sur les dépenses sociales, mais on sait bien qu'on va avoir des tas de dépenses nouvelles, la transition énergétique, la défense, le vieillissement démographique qui va quand même bousculer l'idée qu'on peut faire facilement des économies sur les dépenses sociales. Et puis sur les revenus, moi ce qui me frappe dans les comptes 2023, c'est que finalement, on a eu moins de revenus qu'attendu et que la sensibilité des revenus budgétaires à la croissance économique a connu une dégradation. Alors, on peut dire que c'est juste ponctuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... En fait, vous pariez, je ne sais pas, sur un point de croissance économique, ça va vous faire 0,8 ou 1,2 de croissance des recettes de l'État ou de recettes des administrations publiques. Et au lieu d'avoir ça, vous avez eu moins. Alors, on dit c'est ponctuel, il y a des raisons, mais en fait, toutes les strates de recettes publiques ont été affectées par cela. Je pense qu'il y a quand même une question à se poser. On a beaucoup de recettes aujourd'hui dans un environnement économique caractérisé par pas beaucoup de croissance. Est-ce que la sensibilité entre croissance et recettes n'est pas en train de changer ? Et donc, je pense qu'on a une situation qui est difficile. Alors après, est-ce qu'il faut croire aux projections qui sont faites sur la croissance économique pour les quelques prochaines années? Elles sont un peu fortes. Est-ce qu'il faut croire à la capacité à faire les économies qu'on nous propose? Ça va être compliqué, mais c'est une vraie question lourde. Pour savoir ce que Jean-Marc Daniel pense des comptes publics, je vous renvoie à tous les replays, les podcasts du débat d'Ose Daniel à 7h10 parce que je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour soumettre un sujet à Carole. Ce matin, on recevait la directrice générale de l'école 42 pour attirer les femmes dans la tech. Elle fait des formations uniquement, exclusivement réservées aux femmes. On l'écoute et on débriefe derrière. C'est pas parce que les femmes se sentent mieux entre elles qu'il y a nécessairement un sujet d'ambiance. Il y a le fait que, de manière générale, dans l'informatique notamment, si les hommes se sentent plus sachants, ils vont avoir tendance à vouloir aider les femmes. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les laisser de manière naturelle entre elles et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse intervenir pour leur dire tiens, je vais te donner un coup de main, ce genre de choses. Et puis qu'elles se sentent légitimes. C'est vrai qu'elles ont du mal naturellement à aller dans un domaine où elles se disent en fait, je vais pas, je démarre, je n'y connais rien. Donc ça les met plus à l'aise. Mais après, elles sont tout à fait légitimes. Il n'y a aucun problème pour elles pour rejoindre la formation. D'ailleurs, c'est très étonnant de s'apercevoir qu'au bout d'une semaine de découverte de l'informatique, on a 35% de ces femmes qui sautent, qui font le pas et qui du coup décident de rejoindre 42 et qui rentrent dans le cursus classique, quoi. Exactement. C'était Sophie Vigier, la directrice générale de l'école 42. Carole, vous êtes dans le milieu de la tech. Il y a un problème d'ambiance ou pas? Parce que là, clairement, c'est ça le sujet. Alors, il y a tellement de choses à dire sur cet extrait. Il y a un problème d'ambiance? Non. C'est-à-dire qu'à la fin des écoles où on apprend à coder, il y a de plus en plus de femmes. C'est comme les écoles d'ingénieurs, ça se féminise de plus en plus. Selon les chiffres, c'est toujours pareil. En fait, le problème, c'est l'attractivité et la capacité à dire à la fois, ça commence très tôt, ça commence au collège, au lycée, de dire ces métiers techniques sont aussi potentiellement faits pour vous. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le premier pas. On ne peut pas du jour au lendemain se dire à une classe entière de jeunes femmes de 20 ans, tenez, faites du code, si pendant 5 ou 8 ans, on leur a expliqué que ouais, mais tu comprends, t'es nulle en maths, mais c'est parce que t'es une fille, ou ce genre de pensée très rétrograde. Moi, j'ai quand même un tout petit problème avec avec l'entre-soi féminin. Et Dieu sait que je fais partie d'initiatives comme Sista, comme She's Mercedes, qui sont des initiatives entre femmes pour les femmes.
à la fin, il faut quand même qu'on arrive à vivre tous ensemble. Donc je suis consciente qu'il y a certainement des chiffres qui sont intéressants sur le fait de dire on met des femmes ensemble et à la fin elles seront peut-être plus nombreuses à avoir envie de faire de la tech, mais néanmoins en fait on se tire vers le haut entre gens en règle générale et entre gens qui savent faire. Et c'est pas une question de les hommes savent mieux faire, c'est une question de on se tire forcément moins vers le haut quand on est sur quand on rentre entre guillemets par un angle que par l'excellence en tant que telle. Une femme sur 2 quitte la tech, Carole, à 35 ans. Hein. Une femme sur 2. Mais il y a quoi derrière la tech en fait? Le problème c'est que vous regardez, vous regardez June, on fait partie de la French Tech. June, on est 70% de femmes. À l'intérieur, j'ai 5 développeurs. Donc et pour le coup, j'en ai 0 de femmes. Alors j'en ai eu par le passé. J'ai des femmes qui font de la data, de la finance. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui rentre dans la tech ou dans l'écosystème de la tech, c'est aussi il y a énormément de choses. Vous faites du marketing digital, vous êtes dans la tech, alors qu'en fait vous faites du marketing digital. Donc il y a énormément de sujets derrière le fameux. Là, on parle vraiment du développement du code qui est la niche, enfin le pentacle finalement de la tech. Mais il y a énormément d'autres métiers. Donc le chiffre de les femmes quittent la tech, je sais pas si c'est vraiment lié à ça. Et moi, je maintiendrai quand même que quand on regarde les écosystèmes, les incubateurs, oui, que entre femmes, etc. Il y a forcément moins de licornes, moins de pépites qui en sortent. Et ça, c'est très factuel aussi. Donc je suis pour le fait de se dire on doit nourrir vraiment la communauté des femmes et leur dire je le fais et c'est pour ça que je suis ravie de le faire avec Sista, avec Chez Mercedes. Mais à la fin, il faut aussi se dire il y a un monde réel. On ne pourra pas indéfiniment mettre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et s'attendre à ce que un jour quand ils se croisent, ils soient contents. Et ça sera le mot de la fin parce qu'on a une introduction en bourse dans un instant sur BFM Business. C'est Planisware qui retente l'aventure. Hein. Ils avaient déjà dit qu'ils essayaient puis ils étaient revenus dessus. Aujourd'hui, c'est ce matin Planisware qui s'introduit en bourse à 9h et qui a peut-être relancé le marché des IPO en Europe, en tout cas des grosses IPO. On se retrouve demain. Merci à tous les trois d'être venus ce matin. Dans un instant, Nicolas Dose avec Christian de Boissieu, Nicolas Bouzou et Jean-Marc. Vous ne bougez pas d'un iota. Vous restez là, vous faites partie des meubles. À demain, 6h-9h.